Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du no-code et du code. On va encore un petit peu comparer les deux et de l'idée de, en fait, voilà, pourquoi moi je me considère pas comme un puriste du no-code et que je continue en tout cas à utiliser notamment Flutter et donc du code pur aujourd'hui, et c'est plutôt voilà, une approche globale plutôt que de simplement comparer les deux et de vous dire en fait à quel point au niveau de votre profession, de votre activité, de votre projet, pour moi il faut évidemment pas abandonner le code pur, et ça veut dire se former, ça veut dire évidemment continuer à apprendre, continuer à s'intéresser à ces outils-là, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi c'est extrêmement important. Alors déjà, pour revenir un petit peu sur moi, mon parcours, finalement j'ai toujours fait plus ou moins la même chose mais avec des outils différents. Et donc le premier point pour moi il est là. C'est-à-dire que quand vous faites du développement mobile par exemple, vous allez avoir le choix d'utiliser tel ou tel outil. Avant on avait React ou Flutter, aujourd'hui on a Flutter ou Flutterflow, et puis demain on aura peut-être Flutterflow ou peut-être un outil d'intelligence artificielle qui va nous créer notre application de A à Z. Potentiellement ça pourra exister, même si quand on connaît les contraintes qu'il y a derrière le développement mobile, on se doute que même l'IA ne pourra jamais tout faire, parce que des fois il y a tellement de réglages à faire, de configuration, qu'on a toujours besoin, c'est comme une industrie assez complexe, il y aura toujours besoin de petites mains pour aller faire les opérations très précises, etc. Bon, bah, c'est pareil pour le développement mobile, c'est quelque chose qui est complexe dans le sens où il y a beaucoup de choses à faire de différentes, mais chacune des tâches est plus ou moins simple, hein, mais voilà, ça reste complexe parce qu'il y a beaucoup de choses. Et l'idée en fait de reparler d'utiliser en fait le fait d'utiliser le code malgré tout, malgré qu'on va utiliser des outils de no code, c'est tout simplement de se rappeler que en fait ce qui compte c'est le résultat. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand vous avez soit vous-même un projet d'application, soit vous êtes prestataire, c'est que en fait on va vous demander concrètement le résultat. Le résultat c'est l'application mobile. Et parfois, eh bien certains clients vont avoir des exigences différentes, ou alors votre projet va avoir ses propres exigences, et il faut être capable en fait de s'adapter. Moi c'est ce que je fais depuis toutes ces années de ma carrière entre guillemets, hein, c'est que en fait je m'adapte. Alors des fois j'ai du mal à changer d'outil, j'ai eu du mal à passer à Flutterflow, j'ai même eu du mal avant ça à passer à Flutter. Aujourd'hui je regrette pas ces choix, mais c'est vrai que ces choix de transition et d'outils technologiques là, ils sont pas faciles à faire parce que c'est repartir de zéro, c'est partir avec de nouveaux outils, etc. Sauf qu'en fait à chaque fois, il faut se dire qu'il faut répondre en fait à la demande du marché, à la demande des clients, à la demande aux exigences, hein, on va dire, de son projet, parce que ces exigences là, elles vont potentiellement changer, elles sont différentes pour chaque projet. Moi je vois tous les jours des projets qui peuvent être réalisés avec Flutterflow, certains qui ont, même pour les clients qui ont des demandes de le réaliser avec du Flutter, et donc c'est ça où il faut être capable de répondre à la demande des clients. Donc je pense beaucoup aux prestataires qui ont pas forcément le choix, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont vous laisser le choix entre, ils vont vous dire vous avez carte blanche, je veux une application mobile sur iOS, Android, voilà. Et avec ça, vous allez pouvoir choisir le back-end, choisir le front avec, par exemple, un Flutterflow ou du code pur, en Flutter par exemple, ou un autre outil comme React, ou encore un autre outil comme du développement natif avec Swift et Kotlin par exemple pour faire du iOS et du Android. Bon bah ça, ce choix-là, vous allez pouvoir le faire vous-même. Et moi c'est vrai, hein, je vous le dis, dans la plupart des cas, je vais recommander aujourd'hui Flutterflow à 200% parce que je pense que c'est un très très bon outil. Malgré tout, pour certains clients, pour certains besoins techniques, soit dans une application Flutterflow, on peut avoir besoin de compétences de code, et c'est pour ça que je vous mets à chaque fois hein, l'exemple d'intégration de package de pub.dev, où on peut avoir besoin par exemple ici d'un composant QR code personnalisé, d'un agenda un petit peu plus performant, d'un lecteur vidéo, de graphiques un peu plus sympas que ceux qui sont proposés par défaut. En fait, on peut avoir besoin à plein de moments différents d'aller chercher des compétences de code et d'utiliser ces compétences de code, notamment ici pour l'exemple Flutterflow ou Flutter, et en fait ça reste vraiment très très intéressant. Pour certaines fonctionnalités, encore une fois je ne peux pas forcément dire précisément lesquelles, mais ça revient dans certaines situations, on peut avoir besoin en fait de compétences de code. Et il y a un autre point qui est celui du choix parfois des clients. C'est un peu comme le back-end. Parfois, on va avoir le choix, on va proposer, c'est ce que je vous conseille de suggérer, du Firebase, mais certains clients vont être réticents
parce que c'est pas du SQL, parce que ça peut être, ils vont avoir peur sur la facturation, parce que, etc., etc. Et donc à ce moment-là, il faut être capable de s'adapter. Est-ce que le client, il veut du Supabase, il veut du SQL avec un site sous PHP, etc., avec son propre serveur. On peut avoir plein de cas différents, et donc c'est pour ça que là je vous parle de Supabase aussi, parce que c'est typiquement, il faut être capable de répondre aux besoins de ses clients ou aux besoins plus généralement de la situation et des exigences du projet. C'est-à-dire que, en gros, quelqu'un qui n'a pas d'exigence, moi je vais conseiller de faire du Flutterflow et du Firebase. Et moi, c'est ce que je fais le plus aujourd'hui à titre personnel, mais voilà, encore une fois, il peut y avoir plein de raisons qui peuvent faire en sorte que vous avez envie de changer d'outil, de passer à un autre outil, de revenir à du code, et parfois il faut être capable en fait de s'adapter. Tout ça pour dire que je ne me considère pas aujourd'hui comme un no-code, un puriste du no-code, c'est-à-dire que j'avoue, et à titre personnel, c'est le plus simple pour moi, c'est de faire du Flutterflow parce que, encore une fois, en productivité, en simplicité, c'est le rêve, en fait, c'est le paradis même d'un développeur, en fait, parce que ça facilite vraiment le travail et ça n'enlève pas certaines complexités qui sont liées, évidemment, au back-end. Hein, c'est pour ça que je vous parle beaucoup de Firebase. Et par exemple, ici, je pourrais vous parler des extensions de Firebase qui sont un peu du no-code, du low-code pour tout l'environnement Firebase, pour processer les paiements, les notifications push, intégrer des outils de marketing, d'intelligence aussi artificielle. On reste dans la thématique du développement, donc ça n'enlève pas vraiment le travail du développeur. Mais malgré tout, je sais que je vais continuer à me former moi-même et à progresser avec Flutter. Et voilà, j'espère vous proposer un petit peu plus de contenu sur la thématique Flutter aussi pour les prochains mois, tout simplement parce que je sais que le besoin, il est là. Les compétences, elles sont toujours aussi importantes sur le marché. On le voit, les grands projets d'application, là, il y a SNCF Connect en France, on a des applications bancaires, seront pas forcément sur des outils de no-code parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes exigences. C'est pas forcément justement des startups qui veulent aller plus vite que les autres, qui sont pas forcément en fait à la recherche de la productivité, mais de la performance du 0,1%. Un petit peu comme l'application de ChatGPT, elle n'est pas développée en no-code parce qu'ils ont les moyens de payer 10 ingénieurs, et peut-être même beaucoup plus, qui vont faire pur le développement de l'application, avec évidemment tous ceux qui travaillent sur l'outil d'intelligence artificielle en lui-même. Tout ça pour vous dire que voilà, on parle de productivité, on parle de plusieurs outils qui vont vous permettre de faire la même chose, mais en fonction de votre niveau de compétence et des clients ou des projets en question sur lesquels vous allez travailler, et bien en fait vous allez pouvoir vous adapter. Et pour moi, il faut vraiment rester ouvert au no-code, en dehors du no-code, et pas se limiter en disant aujourd'hui je fais que du no-code. Mais pour moi, c'est se fermer les portes, et surtout, je vais pas parler qu'en termes de contrat, de potentiel, peut-être même en parlant de chiffres, en faisant peut-être des contrats qui sont plus chers avec des contrats avec du code derrière. Je pense que c'est plus ou moins logique. C'est plus en fait en termes de compétences personnelles, de progression. Et je vais vous prendre mon exemple, c'est-à-dire que la personne qui maîtrisera le mieux Flutterflow sera aussi celle qui maîtrisera le mieux Flutter, et en fait ça paraît logique pour la plupart des gens. Parce que il y a la compréhension de l'outil, il y a la compréhension du code qu'il y a derrière, mais il y a aussi la compréhension et la maîtrise des outils de back-end qui est hyper importante. Et voilà, moi ce que j'essaie d'enseigner c'est ça, c'est pas me limiter comme, je sais pas que j'ai pu le faire auparavant, mais en fait il faut vraiment être le plus ouvert d'esprit aujourd'hui parce que en fait plus que jamais la période dans laquelle on vit, ça évolue très vite, il y a de nouveaux outils qui arrivent tous les jours, de nouveaux concurrents, en tout cas de potentiels remplaçants à l'interface, au logiciel que vous utilisez, au langage que vous utilisez, et donc ça peut être assez frustrant de se former et puis de se rendre compte que l'outil, il y en a peut-être un meilleur qui vient d'arriver. Donc pour ça, moi mon conseil c'est engagez-vous plus globalement à devenir le meilleur dans votre cercle de compétences avec votre projet personnel en essayant de le faire du mieux possible, mais en restant ouvert sur les technologies, sur les outils à utiliser, etc. Et potentiellement à utiliser par moment ou complètement du code, même si certains vont vous dire « Ah ouais, non mais il faut utiliser du no-code parce que c'est plus vite, tu aurais pu le faire en moins de temps. » Oui, mais certains projets demandent plus d'exigences, certains clients, certains projets que vous allez pouvoir développer ont des problèmes de performance, de fonctionnalité, vous voulez faire de la réalité augmentée, il va falloir par exemple passer par du code, vous voulez faire un jeu vidéo, on est encore sur des développements purs. Donc voilà, toujours garder ça en tête et se dire que malgré tout, avec tout l'environnement de back-end qu'on a aujourd'hui avec Firebase, avec les outils de no-code, les extensions, vous inquiétez pas, ça peut rester du no-code, mais ça demande quand même toujours de la compréhension, de la logique du développeur. Et donc malgré tout ça, on n'est pas sur quelque chose qui est non plus facile à faire en un claquement de doigts, et c'est pour ça que je pense que honnêtement l'IA va aider aussi par exemple à développer plus rapidement des applications, mais ne va pour moi certainement pas les remplacer avant quelques années. En tout cas ça dépendra évidemment
de la façon dont ça va évoluer, mais je pense que c'est une thématique qui est quand même assez complexe. Il y a beaucoup de choses à configurer, ça évolue en permanence avec l'App Store et les versions d'iOS, pareil pour Android, avec les versions de chaque outil qu'on utilise. C'est pas si simple que ça à vraiment aller de A à Z. On a de l'aide sur tout ce qui est partie interface utilisateur, ça c'est très bien et ça va aller de mieux en mieux. Mais la logique derrière, elle concerne aussi le développement du back-end, la base de données, et l'interaction entre tous ces éléments-là. Et c'est pour ça que je dis souvent que Firebase, c'est pas que la base de données, en fait, c'est un ensemble de services de cloud qui vont vous aider à faire fonctionner votre application. Ça peut être sur l'envoi des notifications push, sur la publicité avec AdMob, sur la gestion de votre propre base de données avec la réécriture, le classement, le tri de vos données. Donc en fait, c'est plein d'outils qui sont complémentaires et qui vous permettent à la fin de faire une application mobile. Donc tout ça pour vous dire que voilà, moi j'essaye au maximum de m'ouvrir l'esprit, de ne pas rester dans le petit confort du no-code, parce qu'il faut être honnête aussi, c'est très confortable une fois qu'on est dans un outil, avec un outil qu'on maîtrise bien, on n'a plus envie d'en sortir. Mais je pense que celui qui veut s'engager à être le meilleur développeur Flutterflow, il doit aussi s'engager à être au moins un bon développeur Flutter, parce que ça vous apportera toujours de meilleures opportunités. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commencer encore une fois les programmes gratuits que je propose et à me rejoindre dans mes formations plus complètes, Flutterflow Challenge et Flutterflow Excellence. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!